tant que journaliste, je me suis dit, écoutez, je vais apporter ma pierre, si je peux dire, à cette réalité historique monétaire, puisque personne n'a jamais osé la faire. La naissance de la banque moderne est là, dans l'utilisation de la fausse monnaie par les banques centrales. Hitler est la réponse à la fausse monnaie de la même façon que Napoléon a été, pour nous en France, la réponse à la fausse monnaie. Je peux vous dire que j'ai vu ces commémorations, ces plaques commémoratives autrement, avec beaucoup de tristesse, sachant qu'ils sont morts simplement à cause de ces putes de banquiers. Hitler n'aurait pas pu être élu maire d'un village de 200 habitants sans la folie des banquiers qui ont décidé de créer de la monnaie à partir de leurs frais. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que l'OSS reconnaît qu'il est protégé, qu'il y a une dimension surnaturelle en ce qui le concerne, et tout le monde vous le dit, il était totalement possédé. Quand il parlait, quand il faisait ses discours, c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place. Les banquiers centraux sont des criminels. Voilà, c'est eux qui déclenchent les guerres. Les 2 dernières guerres, on les doit aux banquiers centraux. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien en public, ici à Nice, pour le compte de l'association Culture Populaire, pour cette première émission littéraire que nous avons intitulée « Des livres et vous ». Merci en tout cas de m'accueillir, c'est un plaisir de revenir à Nice pour vous voir. Avec la dernière interview qu'on avait faite ensemble avait eu un grand retentissement, on va dire ça comme ça. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir ce qui est en quelque sorte le parrain de cette émission, Don Jovanovic. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes essayiste, écrivain, conférencier. Vous avez commencé votre carrière en tant que journaliste et vous animez depuis 2008 un blog consacré à l'analyse financière internationale qui a beaucoup de succès. Ce blog, c'est www.quotidien.com, une revue de presse dans laquelle vous êtes très critique à l'égard de ce que vous nommez volontiers des banksters. Nous verrons au cours de cette interview ce qui leur vaut ce doux sobriquet, puisque c'est en partie le thème de votre dernier ouvrage. Vous avez créé une maison d'édition dénommée Le Jardin des Livres, et vous êtes l'auteur connu en 1993 du best-seller qui vous a fait effectivement connaître, à savoir Enquête sur l'existence des anges gardiens, traduit en plusieurs langues. Nous verrons au cours de cette entrevue qu'il y a un intérêt particulier à rappeler ce titre. Ceux qui connaissent la genèse de cet ouvrage savent à quel point vous êtes concerné par ces sujets. En gros, cher Pierre, ce bouquin, c'est de la balle, on est bien d'accord? C'est de la balle, oui. Normalement, là, vous êtes censé rire. Hein, c'est une balle qui est... Je les ai chauffés pourtant. Oui, non, ils n'étaient pas prêts, là. Ils buvaient vos paroles, hein. C'est après le champagne, là. Hein. J'aimerais également en profiter pour montrer à nos téléspectateurs d'autres ouvrages en étroit rapport avec le thème d'aujourd'hui. Nous avons 777 et 666 où vous faites le rapprochement peu évident, a priori, entre la chute de Wall Street et celle du Vatican, avec notamment ces 2 ouvrages. Vous fustigez de façon acerbe, lieu de naissance oblige. Excellent. Ce que vous appelez Excellent. la planche. Non, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir. Ah, j'ai travaillé. Oui, je vois. Je terminerai cette présentation avec ce dernier ouvrage, l'histoire de John Law et de sa première planche à billets qui a ruiné la France et qui continue à ruiner le monde. Aujourd'hui, nous y reviendrons. Ça tombe bien parce qu'on est en face de l'hôtel Thiers. Très très bonne remarque. L'avenue Thiers d'ailleurs. Oui. Pour introduire donc ce livre, cher Pierre, j'ai été surpris de tomber sur cette citation lors d'un visionnage de documentaire. Ouvrez les guillemets.
Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Ça aurait pu faire un sous-titre de votre livre, finalement. Oui, enfin, il y a différentes histoires. Il y a l'histoire resserre les mêmes plats, l'histoire est un éternel recommencement, et ainsi de suite. Et là, on est en plein dedans, c'est clair. C'est une évidence. Alors, je vous donne en mille de qui est cette citation. Elie Wiesel, ça ne s'invente pas. Oui, enfin, il a dû pomper ailleurs. Oui. Une autre citation, moi, qui m'a accroché quand j'ai travaillé le sujet, c'est celle d'un certain John Connolly, gouverneur du Texas, qui d'ailleurs s'est reçu une balle. Absolument. Enfin, non, lui, il l'a pas eu, mais il était à côté de... Voilà. Il était à côté de John Kennedy. Votre remarque est intéressante, d'ailleurs, puisque les journalistes de CNN, quand ils avaient fait une émission spéciale sur mon livre aux États-Unis, la question qui s'est déposée, en fait, c'est pourquoi moi j'ai vu la balle arriver, pourquoi Kennedy ne l'a pas vu arriver. Et donc c'est comme ça qu'ils ont vérifié auprès du commissariat de police de Milpitas la véracité de ma déposition de l'époque. À l'époque, je pouvais pas savoir que j'écrirais un livre dessus. C'est important de le noter. Là, en l'occurrence, c'est le gouverneur du Texas et sa citation, moi, qui m'a touché et qui pourrait peut-être introduire cette entrevue. Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. Ça aurait pu être pareil pour l'euro, finalement. Ah, tout à fait. Sauf que l'euro n'est même pas une monnaie, véritablement. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, vous avez une monnaie qui techniquement n'existe pas. Et à la base, je peux même vous donner un bref historique parce que je suis journaliste depuis 84, si je ne me trompe pas, enfin 83, 84, grosso modo dans ces eaux-là. Et je me souviens très bien d'avoir vu passer une dépêche AFP dans laquelle il y a eu une réunion dans laquelle il se trouvait Giscard d'Estaing d'ailleurs. Et il avait proposé pour le nom de... À la base, ça ne devrait pas s'appeler euro, ça devait s'appeler l'écu. Oui. Un clin d'œil à la monnaie française. Et la valeur était, tenez-vous bien, de 6,666. 6,66, pardon. Enfin bon, c'est compris. Et dans le tas des économistes qui se sont réunis à Bruxelles ou à Paris, je me souviens plus, je dis non, là franchement 6,66 ça le fait pas, c'est apocalyptique. Bien vu hein, quand même. Hein. Et on va le baisser d'1 centime. La raison pour laquelle vous avez 6,65. Ça, très peu de gens le savent, mais c'est très important de connaître justement les aléas de l'histoire monétaire. Ça vient de là donc. Alors une question en introduction. Je pensais que vous avez déjà commencé l'intro, moi. Vous savez, je suis pas un professionnel, donc si vous commencez c'est bien. En préparant donc cette interview, je me suis aussi intéressé, au-delà de lire votre livre, évidemment, au documentaire qui passait ce mois-ci sur les différentes chaînes dites du savoir. Hein. C'est-à-dire RMC Découverte. Voilà, je vous livre National Geographic. Je vous livre un florilège. Oui, allez-y. Donc, les secrets de l'ascension d'un monstre, ça c'est M6. Les terribles savants d'Hitler, on est sur RMC Découverte. Pour la chaîne Histoire, nous avons Hitler, la folie d'un homme. Toujours pour RMC, Hitler et les camps de la mort. Nous avons aussi Quand Hitler faisait son cinéma. Et sur National Geographic, Hitler, le génie du mal. Et puis, curieusement, nous avons aussi sur RMC, les junkies d'Hitler. Hein. Vous avez oublié les nazis font du ski. Les nazis sont en vacances. Et donc, quand on a été sevré par tous ces intitulés angoissants, on s'étonne du titre de votre dernier ouvrage qui prend tout le monde à contre-pied avec Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Comment s'est faite la genèse de ce livre au regard de votre parcours que j'ai essayé de résumer rapidement ? La genèse de ce livre est logique. Elle est logique parce que pour 2 raisons majeures. Hitler a été sauvé par son ange gardien, c'est le cas de le dire, mais personne n'ose vous le dire comme ça. Hein.
C'est important de le savoir quand même. J'ai encore vu un documentaire, je crois que, je l'ai vu entrevue, on va dire, où on parlait de Hitler schizophrène parce qu'il entendait des voix. Il se trouve que ces voix l'ont sauvé. Donc, est-ce que ça veut dire qu'être schizophrène, on échappe au danger? Vous voyez, c'est un peu leur logique à eux. C'est curieux. Il a été sauvé à peu près 50 fois de la mort. C'est très important de comprendre ça. Et il aurait pu figurer 50 fois dans mon livre, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et là où je veux en venir, c'est que vous imaginez toutes les recherches à l'époque. J'avais travaillé 6 ans de documents pour écrire Enquête sur les anges gardiens. Et je ne sais même pas comment, jamais les cas d'Adolf Hitler me sont venus. Pourtant, il aurait pu figurer dans tous les cas de figure, notamment en ce qui concerne lorsque les animaux sauvent quelqu'un. Lorsque les animaux, par exemple, poussent quelqu'un ou retiennent un enfant qui va tomber dans le vide, etc. Et ainsi de suite. Donc j'étais complètement fasciné. Je me dis, mais comment est-ce que je suis passé à côté de ça? Et en fait, la réponse naturelle était parce que tout ce qui touche de près ou de loin à Adolf Hitler est par définition censuré. Enfin, on n'a pas le droit d'en parler, sauf pour dire que c'est le génie du mal, qui fait du ski, qu'il a des maîtresses, qu'il a des femmes, qu'il est pédé, et que c'est... Et qu'il n'a qu'une couille. Pardon? Et qu'il n'a qu'une couille. Exactement. Beaucoup pensaient que le fait d'avoir un testicule amenait à être pédé. Donc, à l'époque, je précise. Donc, et la deuxième, mais le déclencheur absolu, vraiment, ça a été de lire ce rapport. Je ne sais même plus comment il a atterri entre mes mains, techniquement. Je suis bilingue, vous le savez, c'était en anglais. Et j'ai lu ça. Si, je sais, parce que je faisais des recherches sur Weimar. Voilà. Je faisais des recherches sur la racine de Weimar, strictement personnel, je ne pensais pas en faire un livre. Et je suis tombé en fait sur, mais au très fond d'Internet, c'est-à-dire pas la première page de Google, la 50e ou la 70e, et je suis tombé sur cette interview que Adolf Hitler donne au journaliste espion du New York Times, où il dit de ce gouvernement, la planche à billets de ce gouvernement est un crime. Et là, j'ai fait des bons, quoi. Je veux dire, what? Hitler parle de la planche à billets, je veux dire, c'était énorme. C'était énorme. Et à partir de là, vous savez, je tenais un bout du fil et j'ai commencé vraiment, alors là, à tirer. Et quand vous tirez un fil, alors c'est ça qui est extraordinaire avec Internet, si vous voulez, c'est que vous pouvez poser les mots précis de recherche avec les noms de famille, les prénoms, les années, etc. Et là, du coup, tout ce que vous ne pouvez pas voir, que Google ne vous affiche pas, du coup, tout ça ressort. C'est un peu comme une plongée sous-marine au tréfonds, si vous voulez, de la documentation, ou comme quand vous faites des recherches à la Bibliothèque nationale, vous attendez 1 heure que le bibliothécaire revienne parce que le mec, il est parti à 25 mètres sous l'eau, quoi. Et je me dis, mais attends, mais c'est fou cette histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que Hitler combattait la planche à billets. Il disait que c'était absolument pas normal qu'une banque puisse créer de l'argent ex nihilo. On ne crée pas de l'argent ex nihilo. Enfin, c'est valable à l'époque, c'est valable du temps de John Law, c'est encore plus valable, si je peux me permettre, aujourd'hui. Moi, je rappelle le principe de la création monétaire, vous la connaissez tous. Simplement, on ne vous l'a jamais exposé comme ça. Un plombier vient chez vous, il répare votre baignoire ou votre lavabo, il va y passer 1 heure, il va vous facturer 80 euros, 100 euros, dont 20 euros de TVA. Voilà. Donc il a créé une richesse de 100 euros, dont 20 euros qui vont aux impôts. Donc techniquement, la Banque centrale est censée imprimer, on va dire ça comme ça, l'équivalent de 100 euros de billets. Là, je vous le fais simple. Voilà. Mais c'est la base. C'est la base. Et le standard or sur lequel ils étaient à l'époque, c'était la même chose. C'est-à-dire que vous aviez de l'or, vous aviez des billets, et l'équivalent des billets devait être avoir sa contrepartie en or.
Hein, c'est la même chose. C'est le principe de la compensation. Hein, vous avez tous entendu parler de ça. Vous avez tous entendu ça dans votre enfance. Hein, certains d'entre vous ont fait leur première communion. Ah, tu as fait un péché, alors tu vas réciter 10 Notre Père et 25 Ave. Voilà, c'est une compensation d'un péché. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, la compensation, c'est très important. La compensation est la clé absolue du livre Adolf Hitler ou La planche à billets. Et donc j'ai montré à travers ce livre que Adolf Hitler n'aurait jamais pu devenir ce qu'il est sans les banquiers. Quand je dis sans les banquiers, c'est pas Wall Street et les banques, hein, on s'en fout de ça. C'est la décision de la Banque de France. La Banque de France est coupable au premier niveau, et bien entendu la banque, la Reichsbank, elles ont décidé. Hein, la Banque de France a décidé en août 1914 de cesser de convertir les billets de banque de vos parents, arrière-grands-parents, en or, et ils sont passés en mode planche à billets. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient calculé qu'en fonction du stock d'or qui avait place des Victoires à la Banque de France, ils ne pourraient faire la guerre aux Allemands que pendant 6 mois. C'est tout. Les batailles napoléoniennes, elles se faisaient au début. C'était, il y avait les officiers de l'intendance qui transportaient le char dans lequel il y avait les pièces d'argent, les pièces d'or. Dans le feuilleton Rome, vous avez d'ailleurs un épisode, par exemple, où l'or des troupes de César est volé. Hein, vous voyez, c'est intéressant. Et là, je suis parti, effectivement, là, très vite. Et j'ai vraiment découvert à quel point on nous a menti, comme dirait Arlette Laguier. Hein, on nous a littéralement, surtout avec la conférence d'Évian. On en reparlera justement de cette conférence. Mais c'est surtout, Hitler n'aurait pas pu être élu maire d'un village de 200 habitants sans la folie des banquiers qui ont décidé de créer de la monnaie à partir de leurs frais. C'est tout. Alors une fois que vous avez ça entre les mains, ces éléments-là, après, d'un seul coup, ça part. Moi, j'ai énormément de lecteurs qui m'ont dit, ils m'ont beaucoup parlé de la chronologie, parce que dans la chronologie, ils disent que là, avec la chronologie, alors là, c'est indiscutable, quoi. On voit là, je veux dire, vous étiez dans un restaurant. Le café était, je sais pas moi, à 200 marques, et à la fin du dîner, vous étiez à 20 000 marques. On y reviendra. Vous m'avez spoilé ma 4e question. C'est pas grave, on y reviendra. Aussi, 1913 aux États-Unis, en France, 1914 mis en place en 1916, l'impôt sur le revenu qui n'existait pas avant. Bien sûr, mais tout va ensemble. L'impôt sur le revenu a été mis en place en août 1914, en même temps que la suppression de l'échange hors des billets de la Banque de France. Logique. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que la France, le gouvernement français a décidé d'encourager les Français à fumer. Oui. Hein, n'oubliez pas, le tabac, c'était pour payer les bons du Trésor. Hein, c'est très important. Bon, là, on était déjà parti dans la dimension économique de ce livre. Il faut savoir que c'est le dernier tiers, finalement, de votre ouvrage. Avant ça, on a une bonne partie qui s'intéresse plutôt à la partie psychologique du personnage. Et je vous avouerai que la dimension psychologique d'Hitler n'a jamais été abordée de la sorte. Oui, mais on est d'accord. Ce qui est intéressant là, en fait, c'est pas tant la dimension psychologique, c'est la manière dont les services secrets américains travaillent. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, vous avez vu que je crois que c'est sorti il y a un mois et demi. Vous avez les mémoires de l'espion de l'OSS qui était auprès de lui. Raffendahl, ou je ne me souviens plus de son nom, ils ont finalement publié ses mémoires, qui était un Américain et qui s'est glissé dans son entourage. Alors justement, là, vous exhumez les archives de l'OSS. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancêtre de la CIA. On peut notamment lire dans ces rapports que cet homme est protégé. Ou encore qu'il y a un parallèle manifeste, selon le Premier ministre canadien même, entre Hitler et Jeanne d'Arc, puisqu'il entendait des voix.
C'est le Jeanne d'Arc allemand. Hitler est le Jeanne d'Arc allemand. Mais on le voit d'ailleurs dans le rapport des services secrets américains. Et là, vous retombez sur mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Il est protégé. N'oubliez pas la représentation, par exemple, du 19e siècle de tous les peintres pompiers. Par exemple, on représente les anges avec une étoile, avec une étoile au-dessus du front. D'où l'expression française, par exemple, être né sous une bonne étoile. Oui, être protégé, par définition. Donc, et là, on voit bien que les espions et psy... Mais n'oubliez pas, le rapport qu'il y a dedans, c'est en fait le résumé de la totalité des notes des services secrets, enfin de Berlin et de tous ceux qui le connaissent. Enfin, ils ont fait vraiment une enquête poussée, comme ils ont fait une enquête poussée sur Marine Le Pen ou sur tous les dirigeants. Ils continuent à faire la même chose. Hein. Vous le voyez dans Wikileaks. C'est même pire aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que l'OSS reconnaît qu'il est protégé, qu'il y a une dimension surnaturelle en ce qui le concerne, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas comment il a pu échapper à autant de tentatives d'assassinat, à autant de bombardements ne serait-ce que pendant la Première Guerre mondiale. Oui. C'est un pur miracle, considérant qu'il était estafette. Estafette, voilà, à l'époque, ils n'avaient pas encore, enfin le télégraphe, tout ça, c'était pas encore au point. Vous avez des mecs qui couraient comme ça sur le champ de bataille et c'était le métier le plus dangereux. L'adjudant-chef qui est responsable de l'archive de l'arme des transmissions à l'armée de terre à Paris, m'a expliqué que, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, les estafettes français sont ceux qui ont eu le plus grand nombre de morts sur le champ de bataille, et c'est eux également qui ont le plus grand nombre de décorations, pour bravoure et ainsi de suite, parce qu'ils étaient le plus exposés, justement. Alors, justement, pour expliquer qu'un homme guidé de la sorte, ayant échappé à plus de 40 attentats... Voilà, on va dire 50. Et incidents, ayant été sauvé notamment de la noyade par un prêtre dès son plus jeune âge, vous l'expliquez très bien dans le livre. Mais ça, c'est très fort. Hein. Vous savez, ça aussi, vous avez raison de le souligner, parce que cette anecdote, c'est énorme, quoi. Vous avez un prêtre catholique, et à l'époque, les prêtres catholiques, c'est pas les danseuses d'aujourd'hui, quoi. C'est pas les mecs du Vatican d'aujourd'hui, c'était des vrais prêtres qui parlaient latin, grec, qui parlaient des langues anciennes, qui avaient fait 7 ans d'études, ils connaissaient leurs textes par cœur, enfin, je veux dire, c'était des mecs qui étaient appelés en plus. Et ce prêtre a plongé dans un lac gelé pour sauver le petit Hitler, qui avait 4 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc là, vous êtes en tant que journaliste, vous pouvez prendre ça un peu comme une dame a été renversée par une voiture, point, elle est morte, terminé. Et puis, version Camus, vous pouvez dire une dame a perdu la vie percutée et le trottoir dégouliné de ses dernières gouttes de sang. Vous voyez, c'est un peu différent. Et vous pouvez encore faire une différence, c'est-à-dire que Dieu, n'oubliez pas, puisque le prêtre, c'est quoi ? C'est le représentant de Jésus sur terre, a priori, enfin au moins de Saint-Pierre déjà. Et donc Dieu a sauvé le petit Hitler, donc son destin était sauvé. D'où ma question finalement. Non, mais je vous voyais venir. Oui, absolument. D'où ma question. Donc quelqu'un qui est sauvé de la sorte, comme on l'a dit, par un prêtre, qui en plus entend... Mais c'est une question politiquement incorrecte, attention, vous allez être censuré là, bientôt. Vous allez être censuré, non mais je vous vois venir. Et qui non seulement donc, entend des voix qui, vous l'écrivez très bien, qui lors des tranchées de la Première Guerre mondiale lui disent « lève-toi et va t'asseoir 20 mètres plus loin ». Et au moment où il s'assoit, ses camarades se reçoivent un obus qui les déchiquette complètement. Donc quelqu'un d'aussi... Oui, allez-y. Justement, parce que dans le livre, il y a la même histoire qui se passe en 1944 à côté de Reims. Et c'est un garçon qui s'appelle, c'est un jeune soldat américain étudiant en médecine qui s'appelle George Ritchie et qui a entendu une voix lui disant « Descends de ce camion, va écrire une lettre à Margaret », ou je ne sais plus qui. Le garçon refuse d'obéir à cette voix, parce qu'il se dit que quelqu'un lui a parlé. Il entend cette voix une nouvelle fois résonner dans sa tête encore plus fort. Il bouge pas.
il refuse une troisième fois, pardon, la voix est tellement forte dans sa tête que finalement là il a peur et il descend du camion et il donne son passe au sergent qui voit passer un soldat à côté. Tiens, tu veux partir en perme, et il a pris sa place et le camion a explosé sur le chemin. Donc là où je veux en venir, c'est que ce garçon, George Ritchie, va rencontrer beaucoup plus tard, en 1971, un autre médecin psychiatre qui s'appelle Raymond Moody. Et c'est Raymond Moody qui va révéler au grand public et au monde ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences aux frontières de la mort, c'est-à-dire le passage dans le tunnel, etc. Donc vous voyez que quand vous avez un truc on va dire qu'il y a les rails du destin et que les rails du destin ne peuvent pas être déviés, c'est clair. Bon, c'est très important de comprendre ça. Absolument. Et pour revenir à Hitler, c'est la même chose. C'est la même chose. Les rails de son destin sont posés. D'où ma question. Donc, en bon journaliste amateur, j'insiste, cet homme protégé, cet homme qui est comparé à Jeanne d'Arc, cet homme qui est sauvé de la mort à plusieurs reprises, même à 40 reprises, même vous l'avez dit, une cinquantaine. Je vous fais une parenthèse, parce que ça me vient. Il y a National Geographic a recréé l'explosion de ce qui s'est passé, vous savez, du film Valkyrie. Oui. Hein, voilà. Ils ont recréé exactement les mêmes. Ils ont repris l'emplacement d'Hitler, machin, etc. Et ils ont calculé que Hitler aurait dû finir cul-de-jatte. Voilà. Et même sans bras aussi. Et il s'en est sorti totalement indemne. Vous avez un menuisier qui a passé 1 an à construire une bombe minutieusement et l'a posée chaque nuit dans la fameuse auberge là où il faisait ses discours. Et là, pour le coup, c'est le pilote qui l'a sauvé en disant Hitler, j'ai du mauvais temps qui est annoncé, finissez votre discours beaucoup plus vite parce que sinon, moi, vous restez là, je ne décolle pas. Et donc Hitler a bâclé son discours, il est parti, le truc a explosé. Et là aussi, il a été sauvé par quelqu'un qui est dans le ciel, entre ciel et terre. Donc, vous pouvez observer chacune de ces sauvetages, on va dire, toujours de manière vue d'en haut, vue d'en bas. Alors justement, parce que ça c'est des constats, il a été sauvé plusieurs fois, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Finalement, quelqu'un qui est aussi protégé que ça, n'aurait-il pas dû avoir un destin beaucoup plus grandiose Qu'est-ce qui explique sa chute finalement ? Quelqu'un d'aussi protégé, quelqu'un d'aussi guidé. Qu'est-ce qui explique la chute de Jeanne d'Arc, pareil ? Si vous regardez bien, leur chute, leur fin sont identiques. Regardez bien. Enfin bon, on va pas dire que Jeanne d'Arc ait décimé la moitié de la planète, mais si vous regardez bien, si vous prenez simplement en valeur absolue leur destin, leur fin est assez semblable. Mais aurait-il été guidé par finalement des voies bienveillantes ou plutôt des voies un peu plus sombres, on va dire ? Il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord dans le domaine des expériences frontières de la mort. Et ça, je peux vous le dire parce que depuis 93, vous imaginez que j'ai reçu des milliers de témoignages du monde entier, de gens qui ont vécu des expériences frontières de la mort, etc., y compris Gérard de Villiers, le papa l'auteur de SAS, que vous connaissez, qui est un journaliste aussi. Si ce n'est pas votre heure pour mourir, c'est pas l'heure. C'est-à-dire que c'est la conclusion de lui. C'est-à-dire que si c'est pas l'heure, les anges vont vous sauver. En revanche, si c'est l'heure, ils vont organiser le truc, littéralement. C'est très important de comprendre ça. Et je pense que les musulmans, d'ailleurs, chez les musulmans, je crois qu'il y a une formule, c'est Al-Maktoub, un truc comme ça. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est le destin. C'est le destin. Et si vous regardez la mythologie grecque, vous avez, même Zeus ne peut pas toucher aux tisseuses. Vous avez 3 tisseuses, si mes souvenirs sont bons. Et c'est elle qui décide de couper le fil de l'existence. Et vous ne pouvez pas revenir... Zeus ne peut pas revenir en arrière. C'est rarissime. Rarissime. Il n'y a que éventuellement l'enlèvement de Psyché Ma question était plus globale, en fait. Vous m'avez vu venir. C'était
dans le sens de cette période historique très spécifique, comment ça se fait qu'un tel personnage ait été sauvé, sachant, connaissance finalement ce qui est arrivé plus tard et le déclin de l'Allemagne rasée en fait finalement. Hein. D'accord. Mais n'oubliez pas, la France a été rasée aussi en partie. Hein, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que c'est la France qui a... Là, je parle des deux pays, aussi bien la Première Guerre mondiale que la Deuxième Guerre mondiale. Si vous regardez bien, et je pense que je le montre bien dans le livre, à chaque fois que des gens, des banquiers, décident d'imprimer massivement de la fausse monnaie qui n'est pas compensée par quelque chose, autre que de l'air frais, eh bien à ce moment-là, il y a une compensation automatique qui se fait. Et puisque l'argent créé n'est pas compensé ni par l'or, ni par l'argent, ni par des rubis, des saphirs, des émeraudes, des céréales, du blé, ou ce que vous voulez, eh bien à ce moment-là, ce sont les cadavres qui vont les compenser. On le voit très nettement dans le livre. On le voit très nettement que Adolf Hitler est la réponse, et là la réponse de l'autre côté, en disant vous imprimez de la fausse monnaie, vous voulez pas le compenser? Eh bien, on va le compenser pour vous. Et dans le livre 666, c'est encore plus clair. C'est vrai que Adolf Hitler n'aurait pas pu voir le jour sans le livre 666, ça c'est évident. Hein, où je montre effectivement que les États-Unis font tout pour empêcher les autres pays d'avoir de l'or. Hein, ils vont même voler leur or s'il le faut, afin que leur fausse monnaie soit la seule qui soit utilisée aujourd'hui sur la planète. D'ailleurs, la plupart de l'or des pays européens se trouve à la Fed. Pas tous, parce qu'ils ont rapatrié, j'en ai parlé ils ont rapatrié. Mais vous voyez que c'est très important. Aujourd'hui, vous avez des banquiers qui vous disent l'or ne sert à rien. Ben d'accord, mais alors dans ce cas-là, pourquoi ils gardent l'or à Fort Knox? Pourquoi ils gardent l'or à la Banque de France? C'est intéressant. Hein, moi, si j'ai un truc qui sert à rien chez moi, hein, ben je le jette. Je veux dire, je sais pas moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez par exemple le Canada, ils n'ont plus d'or du tout. Ils se sont fait dépouiller par les Américains. Hein, le Mexique aussi. Hein, vous remarquerez que ce sont deux pays qui ont une frontière commune avec les Américains. Les Mexicains ont été dépouillés totalement de leur or. Qu'est-ce qu'ils ont? Que des dettes. Des dettes colossales qu'ils doivent rembourser à qui? Aux Américains. Mais ça, c'est une parenthèse que je fais. Alors avant de revenir à l'argent dette, peut-être une question plus dans la psychologie? Donc, pour revenir à Hitler, qui serait finalement, selon vous, une forme de compensation du destin face à la planche à billets, est-ce que vous accordez crédit aux analyses psychologiques ou psychiatriques qui sont faites dans le rapport de l'OSS? Oui, parce que c'était le summum du savoir de l'époque, en termes de psychiatrie. Maintenant, je pense que ça serait analysé peut-être différemment, mais il y a quand même des points qui sont très très justes. J'ai beaucoup de psys, par exemple, de psychiatres, j'entends, c'est-à-dire 7 ans de médecine plus spécialisation, qui me disent que c'est quand même, il y a des choses qui sont vraiment très très justes. Par exemple, son dévouement à la mère patrie, puisqu'il a perdu sa mère. Voilà. Jean-Paul II avait la même chose, vous constaterez d'ailleurs. C'est très très intéressant. Et un autre lecteur avait fait cette observation très juste. Si vous regardez par exemple, vous savez par exemple les homosexuels sont en général beaucoup plus attachés à leur maman que les hétérosexuels. En tout cas moi je l'ai toujours observé. Puis et quelqu'un, je me souviens plus de la personne, mais c'était très intéressant en disant que le Troisième Reich était le premier régime ouvertement homosexuel. C'est-à-dire que vous aviez ce culte des hommes nus, musclés, le truc très grec, quoi, le truc. Et c'est vrai que quand montré systématiquement aux Allemands, enfin bon, je fais une parenthèse, mais c'est très très vrai, c'est bien vu, c'est bien vu. Je veux dire, on voit clairement dans le livre qu'il est homo. C'est évident. Il m'a fait penser d'ailleurs à Michael Jackson, j'en parle.
Hein, Michael Jackson, Adolf Hitler, même combat, si j'ose dire. Mais c'est vrai. Pardon ? Un peu moins funky, peut-être. Un peu moins funky, quoique les marches militaires allemandes, ça plaît à certains, paraît-il. Hein, c'est assez funky, hein, c'est viril comme truc. N'oubliez pas, Michael Jackson, vous le savez, était le plus grand collectionneur d'objets cultes de Hitler. Il avait racheté la casquette, le slip, enfin j'en passe des meilleurs, tous les films d'époque. Tous les films d'époque, c'est lui qui les avait à Hollywood. La raison pour laquelle vous avez Michael Jackson sur le disque Bad, je crois que c'est le disque Bad, il a le bandeau rouge. Il n'a pas osé mettre le truc nazi, mais c'était clairement un clin d'œil à son admiration pour Hitler. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs. Il a dit Hitler et moi, on a une chose en commun, notre voix. Et oui. Bah oui, les deux sont devenus célèbres grâce à leur voix. N'oubliez pas, c'est très important. À l'époque, il y avait Internet. L'Internet, c'était une révolution. C'était pas des ordinateurs, c'était des radios. C'était l'arrivée de la radio. Et pour la majorité des gens en Europe, entendre quelque chose qui venait de Paris, qui venait de Londres, etc., c'était absolument extraordinaire. J'ai lu les mémoires pour écrire ce livre du journaliste de CBS, je crois. CBS avait un envoyé spécial à Berlin dans les années 29-30. Et c'est très intéressant. Il expliquait, par exemple, qu'au début de la radio, en Allemagne, mais partout en France aussi, il n'y avait pas d'infos. Parce qu'il était venu à l'idée de personne que les gens voudraient avoir des informations sur les ondes. Donc il n'y avait que des concerts. Hein, il y avait des violons, des machins, des trucs. On faisait, enfin bon, c'était live. Hein, et c'est progressivement que quand ce journaliste faisait ses directs de Berlin, que les Américains se sont mis à écouter les informations de plus en plus, à les réclamer. Et c'est comme ça que l'information a mangé la partie divertissement, musique sur les radios. C'est intéressant, c'est une histoire du journalisme, mais ça vous permet de comprendre comment Hitler est né. Hitler est né effectivement en même temps avec la radio. Et tout le monde vous le dit, il était totalement possédé. Quand il parlait, quand il faisait ses discours, c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place. Dans le rapport de l'OSS, il parle de chamans. Hein. Les chamans, c'est quoi ? Ils sont possédés par quelqu'un, un peu comme à Haïti. Hein. Ils sont possédés par un esprit, machin, etc. Ils ne savent pas comment, mais voilà. Et quand il revient, et quand l'esprit, on va dire, abandonne, la personne s'écroule. Hein, vous avez ça au Brésil, vous avez ça un peu partout en Afrique, hein, tout le monde connaît, même si c'est un sujet politiquement, là aussi, dont on parle très, très peu, mais c'est très intéressant, leur comparaison. Donc ça, on a passé la partie psychologique. On en reviendra un petit peu, notamment lors des questions. J'aimerais donc parler, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, Hitler et son rapport à la dette. J'ai compris, je pensais que vous alliez parler au cul. Son rapport au sexe. Hein, c'est le rapport à la dette, ouais. Encore une coupe de champagne, s'il vous plaît. D'abord, il y a effectivement l'environnement économique de la fin de la Première Guerre mondiale, qui est une catastrophe complète financière et sociale pour l'Allemagne. Je crois que vous donnez le chiffre de 18 millions d'indigents avec les familles, etc., et de pauvres sans-dents, finalement. Il y a beaucoup de sans-dents, oui. N'oubliez pas surtout qu'à l'époque, c'est très important de comprendre ça, il n'y avait pas d'aide sociale déjà, première chose. Ensuite, les femmes ne travaillaient pas. Il n'y avait que les hommes qui travaillaient. Donc à l'époque, il n'y avait pas de contraception non plus. La pilule, tout ça, préservatif, tout ça, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas pas avec la finesse d'aujourd'hui. Donc en conséquence de quoi, une famille allemande ou française, il y avait 3, 4, 5, 6 enfants. Je veux dire, c'était extrêmement commun. Hein, c'est pas comme aujourd'hui. Et lorsqu'un homme n'avait plus de travail, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et le mélange de l'ensemble a amené à ce que Berlin devienne malheureusement
Sodome et Gomorrhe, comme diraient les prêtres. Et ce que j'ai appris donc dans votre livre, c'est que donc ça c'était au sortir de la guerre en 1918 donc, et en 1919 sort ce livre phare finalement de Gottfried Feder en 1919, Manifeste pour briser la chaîne de l'usure. Alors, il se trouve que c'est des éditions Ami qui le publient. Et à l'époque, il était en rupture de stock, souvenez-vous. Et on a essayé de le commander. Vous savez qu'il était à près de 500 € l'exemplaire sur... Il y a plein de livres comme ça qui touchent. Je sais parce que dans mes recherches, j'ai acheté des livres, je peux vous dire que j'ai payé une blinde. Alors, on a demandé à ce qu'il se fasse republier. On en a reçu quelques exemplaires. Mais ce que je ne savais pas, c'est que, et ce que j'ai appris dans ce livre, c'est que Hitler avait donc lu ce livre Manifeste pour briser la chaîne de l'usure et avait même adhéré. C'était une conférence, absolument. Et avait même adhéré au parti qui a été créé par Gottfried Feder. Absolument. Son étincelle politique vient du fait qu'il est, en tant qu'espion, parce que n'oubliez pas, il est espion. C'est pas les RG, mais c'est le renseignement militaire. Voilà. Et il est chargé par son adjudant-chef d'aller surveiller ces quelques olubrieuses de la même façon que les RG envoient des gens pour surveiller égalité et réconciliation. C'est le même truc. Et imaginez par exemple qu'un des policiers de RG, en écoutant une conférence, dise bah ouais. Et ben Hitler qui n'avait pas comment dire, l'économie ne l'intéressait pas, comme beaucoup de politiques d'ailleurs. Vous remarquerez, les politiques, l'économie, ça ne les intéresse pas. Mitterrand, ça ne l'intéressait pas. Il a toujours dit que ça le saoulait. Il n'a jamais fait le rapprochement entre bien-être d'un pays et son économie. Et là, en écoutant la conférence de Feder, il a eu son moment Eureka. C'est vraiment ça, Eureka. Justement, par rapport à ça lance tout. À cette Eureka, effectivement, en 1922, vous le dites très bien dans le livre, il dit au capitaine Truman Smith, cette fameuse citation, « L'impression de l'argent par la planche à billets doit cesser, c'est le pire de tous les crimes de ce gouvernement. » Absolument. Voilà, donc ça a été finalement son étincelle. Je pense que Feder lui a expliqué le principe. Les gens ne sont pas idiots, tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre que quand vous faites vos courses au marché ou au carrefour local et quand vous n'avez plus d'argent dans votre porte-monnaie, vous ne pouvez pas imprimer avec votre Epson des billets supplémentaires pour finir vos courses. Et pourtant, aujourd'hui, c'est exactement ce que fait la Banque Centrale Européenne, la Fed, surtout les Japonais, bien sûr, et d'autres. Et pourtant, malgré ce vœu pieux au début des années 20, on a l'impression, en lisant votre livre, qu'il n'a pas eu d'autre choix à la fin de la guerre que de faire appel à cette même planche à billets suisse, celle-là. Est-ce là, finalement, la vengeance de la planche à billets qui lui a coûté... Non, c'est pas tant la planche à billets suisse, c'est... en fait, là, vous faites un raccourci qui est un peu gênant et qui est pas bon, en fait. Parce que la guerre... vous avez raison sur le point qu'à partir de 1943, la guerre aurait dû s'arrêter. Elle aurait dû s'arrêter, on est d'accord. Et si elle a continué, donc vous voyez comme quoi le destin, quand il a décidé quelque chose, c'est un char, c'est le cas de le dire, il vous écrase. Normalement, les Allemands ne pouvaient plus rien payer. J'ai la date dans le livre, 43, et c'est les Suisses qui, contrairement, alors que la communauté internationale avait mis les Allemands au banc, etc., de la société, qu'il y avait un embargo, comme aujourd'hui vous avez un embargo sur l'Iran, par exemple, ou d'autres pays, eh bien, les Suisses ont pris tous les lingots d'or pourris qui venaient d'Allemagne, qui venaient des camps de concentration, et les Suisses donc les ont monétisés. C'est-à-dire que les Suisses ont donné aux nazis des francs suisses.
pas que des francs suisses. Il y a ce qu'on appelle le foreign exchange. Par exemple, il y avait des escudos pour payer les Espagnols et ainsi de suite. Les Portugais, surtout les Portugais, les Danois et les Suédois. Parce qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les deux pays. Et c'est ce qui a permis, si vous voulez, aux Allemands de continuer à fabriquer leurs armes, à continuer à payer tout ce dont ils avaient besoin au niveau international. Sans ça, ils étaient morts. C'était simple, clair et net. Donc aujourd'hui, là, non seulement le rôle des banquiers a été effacé dans cette guerre, dans ces deux guerres, que ce soit la Banque de France ou la Reichsbank, avec Rudolf von Havenstein, vous l'avez vu, le mec est fou, quoi, il est fou. C'est incroyable de voir un mec, le mec il vous explique, Conseil des ministres, le mec vous explique froidement, imaginez, là on est en Conseil des ministres, je suis ministre des Finances, et je vous explique, Monsieur le Président, aujourd'hui j'ai pris 300 tonnes ou 400 tonnes de papier, et j'ai imprimé pour l'équivalent de 350 milliards de monnaie qui n'a aucune valeur. Et le mec est fier de dire que, en tant que banquier central, il a rempli son mandat. Son mandat n'est pas, comme vous allez remarquer, comment dire, qu'il y ait de la valeur attachée aux billets, mais simplement d'imprimer les billets de banque. Le mec est fou, quoi. Le mec est fou. Et Dieu merci, il est mort d'une crise cardiaque, donc ça a permis à l'économie allemande de repartir effectivement dans les années 1924. Et deuxième lame, pas de bol. Là aussi, les banquiers américains, cette fois, jouent un rôle majeur. Puisque 5 ans plus tard, qu'est-ce que vous avez ? Wall Street qui explose, 1929, le jeudi noir. Et tous les capitaux américains qui ont été investis entre 1924 jusqu'en 1929, tous ces centaines de milliards sont repartis immédiatement aux États-Unis. Et ça a créé une deuxième vague de chômage encore plus importante que celle après Weimar, on va dire 1924. Donc vous voyez que les banquiers, les financiers jouent un rôle, ils sont au centre de tout ça. La fausse monnaie est au centre de tout ça. Alors on peut parler de généraux, de machin, de trucs, mais moi je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, mais Hitler est la réponse à la fausse monnaie de la même façon que Napoléon a été, pour nous en France, la réponse à la fausse monnaie. Moi je vous rappelle quand même que les révolutionnaires sont arrivés au pouvoir le 14 juillet, ça tombe bien, ça va être bientôt c'est l'anniversaire. Et les mecs, il y avait plus d'argent en caisse. Alors qu'est-ce qu'ils font tiens, le pape, il possède une bonne partie de la France, il possède le sud de la France, tiens ici d'ailleurs, Nice. Tiens, c'est à moi, on le braque, c'est à moi. Et je vais émettre une nouvelle monnaie basée sur tous les immeubles, la valeur des immeubles qui sont à Nice. Et à Avignon et ailleurs, voilà. Donc, vous voyez, donc cette monnaie-là avait une valeur correspondante. Elle avait les biens du Vatican que les révolutionnaires sont pris. Évidemment, au bout d'un an, l'économie n'est pas repartie. Donc, terminé, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme ils n'avaient plus rien à braquer, il n'y avait pas un autre pape à braquer, donc ils ont commencé à imprimer de la fausse monnaie. Résultat des courses, ça s'est très mal terminé, avec des inflations absolument colossales, parce que ça aussi, on ne vous l'explique pas dans les livres d'histoire, dans les cours d'économie. J'ai énormément d'étudiants en éco qui suivent la revue de presse et qui me disent « mais je suis atterré, aucun de nos profs nous enseigne ça, c'est quand même incroyable ». C'est la plus grande crise économique, le début de tout ça, je veux dire, limite, c'est toujours en France. C'est toujours en France, ne l'oubliez jamais. Et à un moment donné, on va appeler, il y a un tel bordel en France, on met des commerçants, des agriculteurs, on les tue, on les décapite parce qu'ils refusent d'accepter les assignats parce qu'ils ne valent rien. Ils ne valent rien. L'agriculteur il dit mais moi je veux bien tuer mes vaches, mais vous n'allez pas me payer en monnaie qui vaut rien. Moi je veux de l'or et de l'argent. Ou alors donnez-moi des rubis ou des émeraudes ou des diamants, n'importe quoi. Mais je veux pas de vos... Et alors, les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont envoyés à la guillotine, je vous le rappelle quand même, c'est vachement important de comprendre ça. John Law a fait la même chose, 30 ans avant. Il a fait exactement la même chose.
Il a interdit aux Français d'utiliser de l'or, hein, l'or et l'argent. C'était énorme. Le mec, il a explosé en plein vol. Hein, on sait ce que ça a donné. L'histoire se répète tout à l'heure. C'est ce que vous avez ouvert l'interview avec l'histoire se répète. Ben, on est en pleine répétition globale. Je viens de vous donner 3 exemples. Et qu'a fait Napoléon? Il est allé braquer. Il ne pouvait pas payer ses soldats. Je vous le rappelle, hein, parce qu'il y avait de la monnaie de singe. Hein, les assignats, les mandats nationaux. Hein, ces soldats n'étaient pas payés. Ils le suivaient parce que c'était Napoléon, parce qu'il avait une aura. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en Italie, il a braqué tout l'or des Italiens. Voilà. C'est comme ça que finalement, vu l'importance économique que Napoléon a prise, parce qu'il a renfloué les caisses de l'État, en volant l'or des autres, hein, tout simplement. Mais il y a eu combien de cadavres là, pendant les guerres napoléoniennes pour compenser la fausse monnaie française? Il faut le voir comme ça. Et là, vous comprenez d'un seul coup, vous avez une autre vision de la chose. C'est une compensation, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous dédicacez votre ouvrage justement, bon, évidemment à tous ceux qui n'ont pas eu leur crédit, à tous ceux qui ont à tous les interdits de chéquier, mais également à tous ceux qui ont été victimes, voilà, de cette guerre. Des premières et des deuxièmes guerres mondiales, oui, bien sûr. Absolument. Alors on disait tout à l'heure. Vous savez, moi, quand j'ai écrit ce livre, et quand j'allais en Bretagne, etc., et puis dans les villes, vous avez le monument aux morts, hein, à nos anciens qui sont tombés sur le champ de bataille 1914-1918. Hein, vous avez ça partout, vous avez tous vu ça. Et ben, je peux vous dire que j'ai vu ces commémorations, ces plaques commémoratives autrement, avec beaucoup de tristesse, sachant qu'ils sont morts simplement à cause de ces putes de banquiers, quoi. Étienne Chouard en fait une vidéo justement à propos de ça, à propos justement de ces soldats morts finalement pour quelques... c'est bien qu'ils se réveillent, Étienne, c'est bien. On disait tout à l'heure que l'histoire se répète. Tiens, puisque vous parlez de choix, dans une vidéo que j'avais faite avec lui dans une revue de presse il y a peut-être 3 ans, 4 ans, il m'avait maintenu mordicus que Syriza ne trahirait pas les Grecs. Et je lui ai dit, on était à 3 mois avant les élections, je lui ai dit, Étienne, vous allez voir, vous êtes un doux rêveur, vous allez voir qu'il va les trahir, qu'il va les bip, puis grave, puis on est en Grèce, donc c'est normal. Et figurez-vous que cet entretien qui était à 250 000 vues ou 300 000 vues sur Internet et qui continuait toujours à tourner, a été censuré il y a 3 jours. Hein, donc on va la remettre. Juste. Pour le principe. Passons le cachoir. On disait tout à l'heure très rapidement que l'histoire se répétait. On a l'impression qu'il y a des soubresauts un petit peu dans l'histoire. Vous allez voir où je veux en venir. Aujourd'hui, les pays européens sont tous, font front pour l'ouverture de nos frontières à l'immigration venue des pays d'Afrique subsaharienne. Et malgré tout, on lit, et ça, par contre, moi, ça m'a... Parce que ça, je ne l'ai pas lu dans les livres d'histoire. Hein. Page 72 de votre livre, cette fameuse conférence des lâches de 1938. Évian, oui. Évian, où finalement, personne n'en voulait. Attendez, mais là, vous allez à l'encontre du système de culpabilisation. Et là, pour le coup, l'histoire ne se répète pas. Vous voyez ce que je veux dire ? À cette époque-là, on n'en voulait pas justement de ces migrants finalement. Non, mais enfin, c'était pas des migrants. Attention, là, c'est pas les. Non, vous pouvez pas comparer ça. Là, non, c'est pas possible. Vous pouvez pas comparer. Dites-moi pourquoi. Parce que là, c'est tous les pays africains déjà qui débarquent en Europe, alors que là, c'était techniquement les Juifs allemands et autrichiens dans une moindre mesure, qui voulaient absolument partir dont Hitler voulait se débarrasser. Hitler avait dit à tous les pays concernés, je crois que si mes souvenirs sont bons, il y avait 32 pays qui étaient réunis les mecs attendent pendant 15 jours, ils ont fait du golf à Évian, là, au Grand Hôtel. C'est un bel hôtel, hein, c'est très bon pour les conférences. Hein, mais non, logiquement, ça n'a rien donné. Les mecs, ils ont mis 15 jours ou 3 semaines pour dire, bon, finalement, Hitler veut nous donner ses juifs, mais nous, on n'en veut pas. Il n'y a qu'un seul pays qui a dit oui. Je crois que c'est la République dominicaine. Le Costa Rica et la République dominicaine. À l'époque, pour aller d'Allemagne en République dominicaine,
fallait 2 mois. C'est un peu comme si vous prenez vos patins roulettes et vous descendez jusqu'à Istanbul, quoi. C'est un peu l'idée. Donc selon vous... Oui, c'est du foutage de gueule. En plus, ils se foutaient d'eux, quoi. Et Golda Meir, qui va devenir Premier ministre d'Israël, qui était là en tant qu'avocate des Juifs, donc pour leur dire, mais si, prenez-les, enfin, parce que je crois qu'il était question de 15 000. Hein, c'est 15 000, c'est pas les 500 000 qui nous arrivent chaque année, hein, c'est pas comparable. Hein. N'oubliez pas, Golda Meir n'a même pas eu le droit de s'asseoir à la table des négociations. Je sais pas si vous imaginez le truc. Hein, aujourd'hui, la LICRA, ce serait évidemment... Aujourd'hui, c'est les autres qui restent debout. Voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant que personne ne vous parle de la conférence d'Évian. Ça, c'est... Mais en même temps, je ne suis pas surpris, parce que là, vous touchez un business quand même assez lucratif, quelque part. Bon, en tout cas, c'était un encadré assez enrichissant. Effectivement, comme je le répète, on ne lit pas ce genre d'informations dans les livres d'histoire. Vous ne lisez pas parce que c'est très embarrassant pour tous les gouvernements qui en faisaient partie. Oui, mais on a tendance à croire que finalement c'est le peuple allemand qui était antisémite quoi qu'il arrive et que de toute façon tout ça est arrivé pas du tout antisémite. On est bien d'accord. Le peuple allemand, d'ailleurs, vous avez des photos dans le livre où les nazis étaient obligés de poster des gardes devant les boutiques qui étaient tenues par des juifs à Berlin, Munich et ailleurs. Parce que les Allemands, ils allaient faire leurs courses, ils s'en foutaient de savoir si les boutiques étaient tenues par un juif, par des Martiniquais, des Suédois ou des Danois ou des Norvégiens, ils s'en foutaient totalement. Les gens veulent faire leurs courses. Hein, de la même façon qu'aujourd'hui, vous allez faire vos courses, vous n'allez pas regarder la nationalité de la personne qui vous sert. Enfin, on va chez l'arabe du coin quand même. Non, oui, mais l'arabe du coin est très intéressant parce qu'il est ouvert jusqu'à 22h, donc c'est très précieux. Hein, Blague à part. Il y a une expression qui revient très souvent chez vous, c'est la fameuse monnaie de singe. Alors j'ai fait une petite recherche sur cette expression-là. Alors il faut savoir planche à billets aussi. Voilà, planche à billets, monnaie de singe. Cette expression voulait dire à l'époque, alors dans un premier temps, que c'était une forme de troc. Avant toute chose. Puis, elle s'est transformée au cours du temps pour signifier payer en monnaie non convertible en argent, voire ne pas payer du tout, voire escroquer. J'ai poussé un peu plus la recherche et il se trouve que dans les livres, le livre des métiers du XIIIe siècle, il est dit que Saint Louis accordait aux montreurs de singes le droit de payer en grimace ou en tour de passe-passe, le mot est important, le péage du petit pont entre Notre-Dame et le quartier Saint-Jacques à Paris. D'où cette expression. Très intéressant. Le tour de passe-passe. Elle est là ma question. N'est-ce pas la vraie définition du quantitative easing ou du credit default swap d'une certaine Blight Masters? Oui, tout à fait aussi, oui. Tout à fait. Crédit default swap, c'est une assurance sans l'argent, sans les capitaux, hein, pour garantir par exemple le déraillement d'un TGV. Oui. C'est un tour de passe-passe, c'est de fabriquer de l'argent à partir de leurs frais, hein, c'est ça. Mais c'est pire que tout. Je veux dire, c'est à la limite, vous avez Hollywood qui vous fait des effets spéciaux. Tout le monde sait que c'est pas vrai, mais en même temps, c'est un tour de force puisque c'est extraordinaire et ça nous divertit. Hein, donc ça rejoint un peu l'exemple de Saint-Louis. Mais en revanche, pour la création de monnaie la monnaie, ça je l'ai toujours dit, c'est la colle qui tient la société ensemble. Hein, c'est les rouages d'une société, les rouages sont avant tout financiers, et c'est l'huile en fait qui permet à tous ces rouages de tourner. À partir du moment où vous diluez l'huile, hein, si vous par exemple vous mettez dans votre voiture de l'huile diluée à 90%, à mon avis vous n'allez pas aller très loin. Vous voyez, pourtant c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. C'est exactement ce qu'ils font. Si par exemple vous mettez les stocks d'or par rapport à la masse de monnaie en circulation, vous allez voir que c'est extrêmement dilué. Hein, ça, c'est certain. Alors, j'ai une petite question un petit peu... pas très sérieuse, qui pique un petit peu, vous allez voir. Par rapport à la thèse que vous défendez, cher Pierre, ce livre, donc, je le répète, et vous le répétez assez souvent, traite uniquement de la période qui va de
1918 à 1933. Voire Absolument. Et surtout la 43. partie monétaire économique. Voilà, c'est ça. Avec une petite incursion en 43, avec notamment le comportement Nos amis suisses. criminel des banquiers Nos suisses, amis helvètes. que vous traitez de pourri jusqu'aux gencives. Oui. En à fait. étant volontairement taquin avec vous, on peut être tenté d'interpréter cette thèse comme une sorte de plaidoyer digne d'un ténor du barreau par rapport à cette période. Je m'explique. Première partie du livre, Hitler, preuve d'archives d'OSS à l'appui et rapport de psychiatre à l'appel, est habité, il entend des voix, il est guidé par des entités supérieures, à la limite d'une espèce de schizophrénie, on en a parlé. Plaidons la folie. En seconde partie, il n'y aurait jamais eu ces guerres et ces massacres sans réel coupable que sont les banquiers centraux européens qui ont financé l'horreur en toute connaissance de cause. Plaidons l'irresponsabilité partielle. Ma question un petit peu taquine, c'est n'avez-vous pas l'impression de réhabiliter le diable incarné? Et enfin, un maître Vergès aurait plaidé la relaxe avec un tel dossier, non? C'est gentil. Non, mais c'est gentil, je peux le prendre de deux façons. C'est la question que je me suis posée, hein. Je ne vous cache pas. Je vous cache pas. Quand vous finissez un livre comme ça, vous vous dites bon, est-ce que je vais vraiment le publier et qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Hein, je cherche pas les horreurs, si vous voulez, les horreurs. Je vous rappelle quand même que les Serbes, hein, les Serbes sont le seul peuple que les nazis n'ont jamais réussi à conquérir totalement. Hein, ils se sont battus jusqu'au bout, hein, jusqu'à à les éliminer, à les repousser totalement. Donc il y a une forme de résistance de ma part. Et j'ai souvent entendu dans ma famille les horreurs, hein, diverses et variées. Mais dans toutes les guerres, si vous examinez par exemple tout ce qui s'est passé au Cambodge, mais excusez-moi, mais ce qui s'est passé au Cambodge, personne n'en parle. Au Vietnam, personne n'en parle. Mais les Allemands sont des enfants de cœur, si j'ose dire, à côté des Cambodgiens, des Vietnamiens et de ce qui s'est passé. Personne n'en parle. Au Rwanda, ce qui s'est passé en Afrique il n'y a pas si longtemps, là, on a franchi les limites de l'horreur. Et pourtant, toujours en Arménie, hein, il y a quand même... Toutes les guerres sont horribles. Il y a jamais, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler d'une guerre propre, à part les frappes chirurgicales. Hein. C'est surtout quand ça tombe sur une école maternelle qui est mitoyenne du truc, donc ça nettoie, c'est propre, on peut manger par terre, c'est nickel. Il n'y a pas de guerre propre. Et je n'ai pas voulu réhabiliter Hitler, je m'en fous. Hitler, si vous voulez... C'est une question taquine. Non, mais j'ai bien compris. Mais je ne vous cache pas que, comme je vous l'ai dit, je me suis posé la question... Et puis en même temps, je ne pouvais pas... Moi, j'étais tellement révolté de voir à quel point on nous a caché le rôle des banquiers. C'est pas tant les financiers, finalement, là. Hein. Attention, hein, c'est pas les financiers. Ce sont les banquiers, et qui plus est, les banquiers centraux. Les banquiers centraux sont des criminels. Voilà. C'est eux qui déclenchent les guerres. Les 2 dernières guerres, on les doit aux banquiers centraux. Hein ? Vous aviez, après la Révolution française, c'est le ministre des Finances de l'époque qui décide de fabriquer de la fausse monnaie, hein, qui repose sur rien. Et ça va donner les guerres napoléoniennes. Hein, moi, il y a quand même un certain nombre d'horreurs aussi qui ont été... Sauf que, bon, effectivement, Napoléon n'a pas décidé d'éliminer une ethnie en particulier. Voilà. Mais en tant que, si vous voulez, en tant que journaliste, je me suis dit, écoutez, je vais apporter ma pierre, si je peux dire, à cette réalité historique monétaire, puisque personne n'a jamais osé la faire. Hein, puisque Hitler est un sujet extrêmement sensible, hein, donc on ne peut pas en parler et on peut continuer à mentir aux gens éternellement, comme le fait BFM aujourd'hui, hein, parce que BFM pour moi est le plus grand mensonge actuel. Donc j'ai pris le risque de continuer à faire à ma façon d'écrire, quoi. Vous savez, quand j'ai écrit Enquête sur l'existence, oui, mais quand j'ai publié Enquête sur l'existence des anges gardiens, je me suis dit, n'oubliez pas, à l'époque j'étais rédacteur en chef de la rubrique scientifique
enfin tout ce qui était informatique, télécom au quotidien de Paris, je me suis dit que toutes les attachées de presse de Paris allaient se foutre de ma gueule. Et pourtant je l'ai fait. Mais j'étais persuadé que tout le monde allait me tourner en dérision. Hein, tiens, c'est lui qui croit au Père Noël. Hein, je le dis dans le livre. J'étais très surpris par l'accueil, surtout des correspondants de guerre. Hein, tous les journalistes photographes qui vont se mouiller le cul dans des endroits où ça chauffe grave. Hein, les mecs, eux, ils ont vécu des choses exactement comme Hitler. Alors effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure par rapport au témoignage de vos lecteurs. Il y a une partie extrêmement pédagogique dans cet ouvrage, c'est cette fameuse chronologie, où finalement tous les éléments s'imbriquent finalement. Oui. Une fois qu'on voit un petit peu comment ça commence et comment ça finit. Hein. Ça part de... Mais en fait, vous savez, cette chronologie, je l'ai faite au début pour moi. Pour y voir clair, hein, parce que entre les noms, les dates, les trucs, les différents mondes, on s'y perd, hein, c'est quand même pas facile. Hein. Et je me suis dit, mais finalement, cette chronologie elle est vachement utile, tiens, je vais la mettre dedans. Et je vais même l'améliorer parce que ça permet à tout le monde de s'y retrouver et de faire des recherches parallèles, complémentaires. Eh ben, elle est étonnante comme ça aux 3/4 du livre. Et par exemple, sur la partie monnaie de singe, planche à billets, on voit très bien, 1915, le dollar vaut 4,85 marques. Et puis après, ça prend en 1920, 100 marques. Et puis après, ça va jusqu'à des milliers de marques. En 1922, le dollar vaut 6800 marques. Et puis ça va jusqu'à des chiffres qu'on ne comprend même pas. En 1923, 3,3 trilliards de marques. Ouais, là, l'esprit humain ne peut même pas se rendre compte de ce que c'est que ce volume-là. Et ça explique les fameuses brouettes de billets pour aller acheter du pain. Oui, non, mais justement, stop. Parce que là, vous touchez l'essentiel de l'histoire bancaire moderne. C'est la naissance de la banque moderne, elle est là. Les Allemands, comme vous... Il y a la fameuse histoire de la brouette, effectivement, l'image de la brouette, hein, les enfants qui jouent avec des piles d'argent. Mais il y a cette histoire de cette dame qui transportait son salaire du jour dans une valise, et elle pose sa valise pour acheter un journal. Le temps qu'elle prenne son journal, elle revient, la valise avait disparu. Hein, quelqu'un a été emporté. Et en fait, en regardant un peu plus loin, 10 mètres plus loin, le voleur avait ouvert la valise, s'était débarrassé de tous les billets, il avait tout répandu par terre et s'était barré avec la valise vide, parce que la valise vide avait infiniment plus de valeur que les billets. Sauf que la naissance de la banque moderne, écoutez-moi bien, elle est là. Les Allemands, à l'époque, au début, avant Weimar, il y avait 10 agences de la Deutsche Bank. 10. Pour un pays comme l'Allemagne, je ne sais pas si vous voyez le truc, hein, c'est quand même pas, il n'y a quand même pas de masse. Et pendant la crise de Weimar, avec cette hyperinflation, les Allemands, ils n'avaient pas envie de se balader avec des valises, on ne pouvait plus. Donc ils ont laissé tout cet argent en banque avec des écritures. Et à la fin de Weimar, je vous le donne dans le mille, Deutsche Bank était, enfin vous l'avez dans la chronologie, je crois qu'ils étaient à 250 ou à 300 agences. La naissance de la banque moderne est là, dans l'utilisation de la fausse monnaie par les banques centrales. Je crois que là, on peut pas... Non, on ne peut pas être plus clair. Passons maintenant à ce que j'appellerais les perspectives d'avenir. Et pour ça, je vais me servir d'un certain Oscar Spengler. Je le prononce bien ? Oui, Spengler, oui. Voilà, Spengler. Oswald, pardon. Une petite digression. Il ressemble pas à Aleister Crowley, vous trouvez pas? Non? Il y a un petit peu, oui, un petit peu. Avec un petit chapeau bizarre. Mais c'était la mode, hein, l'époque. Hein. Non mais attendez, n'oubliez pas, à l'époque, c'était la mode, hein, c'était ça. Hein. Bon, ça, c'était pour le petit coup d'humour. En tout cas, ce qu'il a dit est essentiel. Et d'ailleurs, son livre fait encore date aujourd'hui et résonne quant à l'actualité. Les civilisations s'effondrent quand elles commencent à tricher avec leur monnaie. Après l'ère de la fausse monnaie, l'ère des Césars. Et ma question, du coup... D'ailleurs, j'ai remarqué que vous l'éludiez plus ou moins dans vos interviews. Vous ne vouliez pas tellement prophétiser sur ce sujet-là. Je vais la retenter. Aujourd'hui, qui vous voyez finalement comme ces nouveaux Césars, ces futurs Césars? Macron est bien parti pour être un César. Si, j'en ai déjà parlé.
Macron est bien parti pour atteindre César. D'ailleurs, c'est l'analyse que j'avais faite de la photo. Si vous allez sur mon site, sur Quotidien, enfin, vous avez un onglet qui s'appelle des présidents et des... parce que François Mitterrand avait beaucoup apprécié les anges gardiens. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des présidents de la République qui ont des livres, ou qui sont entourés de livres, et d'autres pas. Et en fait, ça révèle terriblement leur vraie nature, quoi. C'est très intéressant. Et donc, j'ai fait une analyse de toutes les photos de tout le président. Et quand la photo de Macron est sortie, j'ai fait une analyse en disant il va s'accrocher au pouvoir parce qu'il tient son bureau comme ça. Il tient son bureau. Et en fait, un an plus tard, on le voit, le fascisme soft, parce que c'est un fascisme soft macronien s'est installé, censure totale d'Internet. Loi sur les fake news. Loi n'importe quoi sur les fake news. Enfin, comment est-ce qu'on va... Qui va décider de ce qu'est une fake news, hein? Quelles sont les fake news fabriquées par le gouvernement, et ainsi de suite. Et puis de même façon, les gouvernements vont fabriquer exprès des fake news pour faire fermer les trucs après. Enfin, je veux dire, on rentre dans un truc complètement insensé. Moi, je parle du point de vue journaliste. Je vous donne un exemple typique. Vous aviez la guerre d'Irak et vous aviez une femme qui apparaît sur CNN en disant « Oui, les soldats irakiens sont rentrés, ils ont tué les enfants dans le berceau, etc. » Et en fait, on apprend, 2 ans plus tard, on apprend que c'était la femme de l'ambassadeur du Koweït, ou la fille de l'ambassadeur du Koweït, et que c'était monté de toutes pièces. Je vous donne un autre exemple, monté de toutes pièces par la CIA. En Libye, il y avait aussi à Benghazi, les fameuses manifestations qui étaient tournées au Moyen-Orient. Exactement. Une dépêche qui a été balancée par l'AFP à l'époque, au début de la guerre yougoslave, enfin en Yougoslavie, comme quoi des soldats serbes sont rentrés dans un couvent croate, et ont violé toutes les bonnes sœurs. Et moi, à l'époque, je suis journaliste, je veux dire, l'AFP, pour moi, c'est quand même un certain truc de garantie. Mais en fait, on a vu que c'était après. C'était faux. Oui, mais maintenant, en fait, la loi fake news, la disparition de TV Liberté, vous avez vu que leur chaîne a sauté. 30 000 heures de programmes qui ont sauté. En même temps, ils n'ont pas été très très malins de rester uniquement sur YouTube, on est bien d'accord. Mais quand même, le fait de couper leur chaîne le jour où démarre la Coupe du Monde, pour passer sous le radar, bien sûr, voilà, c'est pas innocent. Pourtant, ils n'étaient pas si irrévérencieux, TV Liberté. Non, franchement, mais ils veulent absolument avoir toutes les garanties, tout mettre de leur côté pour passer les européennes. C'est vital pour eux. Si les populistes, les sans-dents, votent contre l'Europe en 2019, c'est la mort du truc. Tout le monde le sait, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est une dictature qui s'est mise en marche. Pas fait exprès, là, pour le coup. C'est une dictature soft qui s'est mise en marche. Elle s'appelle Macron. Macron est très gentil, mais vouloir contrôler la totalité des infos, je représente quoi? Je représente 0,01% de tout le trafic Internet de français. Parce que je dis 0,0001. On me censure quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. On ferme mon Facebook avant les élections. C'est pas innocent. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose s'est mis en place, à commencer avec François Hollande, et Macron continue. Et il va fermer le truc. Vous n'avez plus aucune information financière digne de ce nom à la télé. Vous avez vu ça? Rien. Nada. Alors justement... les Français ne peuvent même pas retirer leurs économies. Personne n'en parle. Personne n'a les couilles d'en parler. C'est quand même incroyable. Je veux dire, les gens ont 5 000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros d'économie. Ils veulent donnez-moi 5 000 euros, je veux partir en vacances. Ah non. Là, c'est la loi. Alors, le terrorisme, ils ont bon dos, là, pour le coup. Vous voyez? Donc, les banques sont en totale faillite, mais il faut le cacher. Il ne faut pas le dire. Même en plusieurs fois, on ne peut pas retirer 30 000 euros. Si vous avez le courage d'aller tous les jours à votre banque, si vous avez que ça à faire, oui, jours, vous pouvez. Voilà. Non mais plusieurs de mes lecteurs l'ont fait. Et d'ailleurs, vous avez eu allez sur ma revue de presse, sur quotidien.com, vous allez voir
les courriers des banques. Le dernier en date, c'était Orange Bank. Putain, c'est même pas une banque qui existe en plus. Alors, c'est quand même fou. Vous avez retiré de l'argent au distributeur. Veuillez nous fournir les justificatifs. Mais vous en avez plein sur ma revue de presse. Vous en avez plein. Les gens, ils en reviennent pas, quoi. Mais c'est mon argent. J'ai travaillé pour ça, c'est mon argent. Pourquoi je peux pas le retirer? Ah oui, mais c'est la loi sur le terrorisme et sur le blanchiment d'argent. Alors que ces bandes de putes de la BNP, Crédit Mutuel, Société Générale, putain, ils se sont pris des amendes les unes après les autres par les Américains en plus. C'est ça qui est génial. Blanchiment d'argent en Irak, pour l'Iran, pour ceci, pour cela, et ainsi de suite. Le dernier en date, c'est le Crédit Mutuel. Vous l'avez sur la revue de presse de cette semaine. Tiens. En un mot aussi, je vous dis Thomas Langlais, Eli Cohen, Nicolas Dose et Marc Fiorentino. Un mot. Qui ça? On parlait de journalistes indépendants, c'est pour ça. Arrêtez. Non, Paul, c'est pas des journalistes. Hein. Non, en plus... on est toujours dans franchement, écoutez, j'ai une réponse très nette. C'est eux qui font la pile beau temps. Hein. Et vous avez tout à fait raison. Mais qui a annoncé aux Français, 6 mois avant, 8 mois avant, que Wall Street allait exploser, que ça va être un feu d'artifice? C'est moi. Est-ce que l'un de ces économistes l'a annoncé avec autant d'assurance? Personne. Alors, ils n'ont pas les couilles pour ça. Alors justement, je voulais justement, ça fait le lien avec ma question. Vous êtes passé dans le camp des sceptiques environ à partir du scandale de la Société Générale et de l'affaire Kerviel. À partir de là, vous avez commencé à faire votre chronique économique. Hein, c'est à peu près la Absolument. date. Vous savez, quand vous avez 10 grosses, les 10 plus grandes banques du monde, qui cherchent toutes à se recapitaliser en même temps, c'est putain de suspect quand même, non? Non, vous trouvez pas? Enfin, je sais pas, quand on a la prétention d'être journaliste économique, vous savez, c'est comme un médecin, je veux dire, vous avez quand même un certain nombre de signes cliniques, comme on dit, hein, le diagnostic est sûr, hein, à 100%. Le mec a le cancer, quoi. Mais oui, et donc là, c'est un cancer généralisé du système financier. Pas un de ceux-là n'a osé le dire. Alain Minck, à l'époque, expliquait que c'était une petite crisounette qui allait durer 3 mois. Il a présenté ses excuses à la télé il y a 2 semaines, 3 semaines, parce que je l'ai tellement allumé depuis 10 ans, il s'en a pris tellement plein la tête qu'il a été obligé de se justifier en disant « Oui, j'ai mal analysé, j'ai pas fait mon travail. » On s'en fout, il est nul de toute façon, en plus il écrit même pas ses livres. En plus c'est un pourri. Il détient le record absolu, tenez-vous bien, de plagiat. Hein. Il écrit pas ses livres, il s'est pris le record, il s'est pris 100 000 euros de dommages et intérêts pour le livre qu'il a plagié. Hein. Alors, comme il n'écrit pas ses livres, c'est son nègre qui lui fait son truc. Là, la question qu'on peut se... Enfin bon... En tout cas, il y en a un de journaliste qui a fait plutôt le buzz sur le web, qui a même, ça lui a valu même d'être débarqué de BFM TV. Un certain Olivier Delamarche. Il n'est pas journaliste, il est gestionnaire de fonds. Il n'est pas du tout journaliste et je peux vous le dire parce qu'à l'époque, écoutez, Olivier Delamarche n'a rien prévu du tout. Il est arrivé dans les commentaires peut-être un an plus tard ou 6 mois plus tard. Vous savez, c'est comme les résultats d'un match. Hein. Il faut pouvoir dire demain le match France-Croatie, bah, ça va être 6-2. Hein. Donc, vous voyez, c'est un résultat... vous comprenez, c'est toujours facile d'expliquer le truc après. Mais il n'y a pas un camp des résistants finalement? Non, mais Delamarche a résisté. Je veux dire, il a bien vu, il a parfaitement compris les tenants aboutissants, il a parfaitement compris que Wall Street était mort. D'autant qu'il le faisait sur un mainstream, sur un média mainstream, ce qui était quand même... Oui, mais je lui ai dit, tu sais, tu vas pas faire long feu, ils vont te décapiter. Pour une simple raison, d'abord, parce que personne ne regarde BFM Echo, ou je sais pas quoi. Personne ne regarde BFM Echo. La seule fois où les gens regardaient éventuellement BFM Echo, c'était pour Delamarche. Pour vous dire, déjà, ils sont sur la chaîne, enfin, je sais pas, sur ma box, ils sont sur la chaîne 200 ou je sais pas combien. Allez, ça s'appelle jusqu'à avoir les news économiques de la grosse, là, sur... Non, mais attends, personne. On était 7, 8. Il y avait Ambrose Evans Pritchard du Télégraphe de Londres, Gerald Celente à New York, moi à Paris, avec Max Kaiser. Il y a
Julien Tête éventuellement, mais elle n'osait pas trop. Mais elle avait vu qu'il y avait quelque chose il y avait Peter Schiff, un analyste qui travaillait à la Maison Blanche, qui avait annoncé effectivement l'explosion de Wall Street. Voilà, on était moins de 10. Moins de 10 hein, en janvier 2008. Alors, des fois, moi, je vois des gens, oui, vous annoncez l'explosion de Wall Street, mais on l'attend. Mais connard, elle a déjà explosé. Tu peux même pas retirer ton argent de la banque. Tu trouves ça normal? Oui, non, mais j'ai des réactions comme ça, c'est assez drôle d'ailleurs. Alors, quand je vois des économistes en plus, comme Jacques Sapir, etc., mais moi, ces gens me font hurler de rire. Jacques Sapir a eu le culot de me dire, on a une réunion secrète. Attends, t'es économiste, t'es censé informer tes semblables. Hein, t'es pas militaire, hein, je veux dire, tu travailles pas sur la bombe atomique. Hein, Jacques Sapir. Hein, donc, ces mecs, ils ont rien vu arriver. Rien. Rien du tout. Et c'est à eux qu'on demande, bien entendu, de faire les analyses ou comment en sortir. C'est ça qui est génial en plus. Alors à propos d'informations justes, de journalistes intègres, on connaît cette fameuse phrase d'Alain Soral qui dit que c'est un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute. Moi, je pense que je suis les deux, peut-être. Récemment, nous avons appris l'émancipation de Vincent Lapierre, que vous connaissez bien pour avoir été son invité à plusieurs reprises. Son modèle économique basé sur le financement participatif est-il la meilleure garantie d'indépendance aujourd'hui? Est-ce là l'avenir de l'information selon vous? Oui et non. Le problème de Vincent Lapierre, c'est qu'il n'a pas de carte de presse. Donc, vous avez vu dans ces vidéos, parce que j'ai regardé ça avec attention, c'était très intéressant. À chaque fois, la police arrive en disant, vous avez une carte de presse, t'as pas de carte de presse, t'es mort. Dégagé, c'est terminé. Même avec une carte de presse, il aurait été dégagé pareil. Non, du tout. Du tout. C'est pas la même chose. Les autorités n'ont pas la même approche quand vous avez... N'oubliez pas, la carte de presse vous est délivrée par la République française. Hein, c'est barré de tricolore, hein, vous avez l'année dessus, hein, vous avez votre nom, date de naissance, l'adresse de votre média, etc. Je veux dire, ça fait carte d'identité, hein, c'est délivré par la République. Je veux dire, c'est comme une carte de police. À l'époque, on avait les grandes cartes. Moi, je me souviens, c'était similaire à la carte de police. Parce que c'est très important de savoir qui est journaliste ou qui ne l'est pas. Vincent Lapierre a tout à fait raison quand il dit « j'ai le droit de filmer sur un trottoir, etc. » Tout le monde peut être journaliste, c'est vrai aussi, mais vous voyez bien que c'est pas facile. Le meilleur exemple, j'étais mort de rire devant mon YouTube là, c'est quand il est allé faire son truc devant chez Asselineau. Je veux dire, non mais, Asselineau, le mec, il se plaint de pas passer dans les médias, il y en a un qui vient, le mec, il va dire non. C'était génial, c'était absolument génial. Vous voyez que même chez les Asselineaux, hein, les Asselinoïstes, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Non, mais les mecs, c'est génial. Leur leitmotiv, hein, c'est sur leur parti politique. Hein, nous ne passons pas aux médias, c'est pour ça qu'on n'a pas de vote. Alors, Vincent Lapierre, en plus, il est vachement suivi, Vincent. Donc il vient le voir. Non, vous avez les mecs qui se jouent cador et tout. Moi, je suis attaché de presse. Attention, je suis directeur de la com et tout. Est-ce que le mec, il joue des mécaniques sur. Non, mais c'est drôle. Les vidéos de Vincent Lapierre, elles ont la même. J'allais dire, c'est la même nature que ce que fait Quotidien, l'émission que vous avez sur, je ne sais plus, avant c'était sur Canal+. Pardon ? RMC, je crois. Non, c'est pas RMC, TMC. Enfin bon, peu importe. Voilà, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est être tout le temps sur le terrain. Alors, pour revenir à votre question initiale, en ce qui concerne le participatif, oui, effectivement. Mais encore faut-il être... vous savez, on ne devient pas écrivain. Vous avez plein de gens qui se disent « je suis écrivain hein ». Même si ils ont acheté leurs 50 exemplaires et qu'ils ont distribué à la famille, c'est le public qui fait de vous un écrivain. De la même façon, c'est le public qui fait de vous un journaliste. Quand je dis le public, c'est que le public vient vous voir. Hein, vous pouvez vous prétendre journaliste si vous avez 2 mecs qui viennent sur votre blog ou sur votre site. Vous pouvez toujours vous prétendre ce que vous voulez. C'est le peuple qui vous donne ce pouvoir.
d'être journaliste véritablement, ou d'être écrivain, ou d'être chanteur, peu importe. Et Vincent Lapierre, lui, est plébiscité par le public, ça c'est très clair. Alors, vous avant avez de... une question ? Oui, alors peut-être on va passer juste après au thème de la crypto-monnaie. C'est toujours sur le thème du journalisme ? Allons-y. Comme ça, on conclut là-dessus. Mais en fait, je comprends bien, mais les journalistes de RT France qui se font refuser l'accès alors qu'ils ont des cartes de presse, ils ont bien des cartes de presse. Je suis pas certain que les journalistes de RT France aient la carte de presse déjà. Mais peu importe. Peu importe. La question, si vous voulez, c'est la présence de RT. C'est un très bon exemple d'ailleurs. Ça rejoint, TV Liberté sur YouTube. Hein. Vous voyez la volonté de Macron d'interdire aux Russes d'émettre en France, en français, hein, parce qu'il pourrait donner des fake news, hein, évidemment. Alors, ils ont nommé Jacques Sapir comme responsable économique à RT. Bon, déjà, on a de quoi se bidonner. Ils ont un budget de 20 millions et ils n'ont aucun succès en France. Aucun. Nada. Je veux dire, vous avez plus de succès que... Hein, vous n'avez pas un budget de 20 millions pourtant. Vous voyez ? Donc le public plébiscite. Je dirais que l'échec de RT ne vient pas en France, vient du choix de leur choix, de la manière dont ils traitent l'info, plus qu'autre chose. Hein, voilà. Vous avez des règles hein, en France. Vous ne pouvez pas... si vous voulez faire du BFM Télé, c'est très simple. Hein. Vous pouvez aller à la gare Montparnasse, dire que les gens partent en vacances, faire des directs et tout ça, et qu'il fait beau, et qu'on se sent bien, qu'il y a des inondations, qu'il neige, et des conneries. Puis vous avez 2-3 politiques et c'est tout. Malheureusement, RT ne sait pas imposer. J'ai dîné avec Max Kaiser il y a 15 jours. Max Kaiser passe sur RT en anglais. Il est diffusé partout aux États-Unis, dans le monde d'ailleurs. Et personne n'emmerde RT, Russia Today. Et savez-vous par combien de gens il est suivi ? 30 millions. 30 millions. L'émission passe sur 30 millions de personnes voient son émission. En France, zéro, nada. Parce que la qualité n'y est pas. Enfin, c'est mon sentiment. Ou la volonté n'y est pas. Je pense plus que c'est la volonté n'y est pas. Alors, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, c'est le titre de ce livre. Et justement, certains disent que pour, d'une certaine manière, contrer cette planche à billets, ou en tout cas de lui proposer un système alternatif, il y a ces fameuses crypto-monnaies. On va finir sur ce dernier thème. Vous dites à la manière d'Antal Fekete que l'or et l'argent physique sont des garanties, non pas d'investissement, mais des assurances en cas de crise majeure. L'or est un extincteur de dette. C'est exactement la définition du professeur Antal Fekete. C'est ça. Cependant, vous invitez volontiers votre public à investir dans les crypto-monnaies, certes à leur risque et périls. D'abord, vous remarquerez que je n'ai jamais encouragé les gens à acheter de la crypto. Jamais. Et quand on me posait la question, j'ai toujours dit attention, c'est à vos risques et périls. Vous leur dites amusez-vous. Si vous voulez vous amuser, amusez-vous. Voilà, si vous voulez vous amuser, si vous voulez jouer au casino, allez-y. Là, ça peut rapporter effectivement très gros. Voilà. Mais je veux dire, l'argent que vous mettez là-dedans, vous n'en avez vraiment pas besoin. C'est vous le jetez. C'est considéré que vous le jetez à la poubelle. J'ai toujours dit ça. Alors justement, donc. Et d'ailleurs, j'ai aucun de mes lecteurs, parce qu'il y a d'autres gens qui ont encouragé tous leurs trucs à mettre toutes leurs économies dans les crypto-monnaies. Et ceux qui ont écouté le truc, là, ils ont fini en slip. Parce que la Fed ne pouvait pas laisser le Bitcoin monter à 20 000. C'est exactement comme l'or. Chaque fois, regardez bien, dès que l'or atteint les 20 000 $ l'once, bam, ça a été détruit. Ils l'ont organisé. Blight Masters en faisait partie. Je l'ai raconté là, avec la banque japonaise, avec la Deutsche Bank. On a même aujourd'hui, il y a même un procès. On a tous les tenants aboutissants de la manipulation du cours de l'or pour revenir à quelque chose de raisonnable. Et vous avez vu, depuis 4 ans, c'est toujours à 1300. Voilà, ça bouge plus. Ils sont contents, ça leur va bien. C'est ce qui s'est passé, en effet, pour le Bitcoin. Il est arrivé à 20 000, boum, terminé.
C'est fini. Mais en même temps, vous avez tous vu qu'ils veulent supprimer l'argent du liquide. C'est ce qui m'a valu d'être appelé par le monde le pape de la fausse nouvelle. Hein. Voilà. Je l'ai donné le premier. Vous l'avez cherché. Oui, je l'ai donné. J'ai été le premier à le donner l'année dernière au mois de janvier. Maintenant, et aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, c'était dans la une du Figaro, de la Tribune et des Échos. Vous voyez, comme les mecs sont bien informés. Hein. Donc les crypto-monnaies vont remplacer à un moment donné ou un autre le cash. Ils veulent le supprimer. Dans 777, regardez. Dans 777, pourtant ce livre est sorti il y a 10 ans, je cite, je ne sais pas si je vais le retrouver du premier coup, mais le patron de Visa, le vice-président de Visa, qui déclare à partir de 2014, parler de 2014, donc ils sont un peu en retard sur le programme, hein, ça c'est sûr, il vous coûtera plus cher de payer en liquide, avec du cash, hein, des billets, des pièces de monnaie, qu'avec votre carte Visa. N'oubliez pas, à la base, je suis journaliste spécialiste en informatique et spécialiste des trucs de l'informatique bancaire. C'est un spécialiste d'OS2, je ne sais pas si ça dit quelque chose à... Oui, c'est distributeur. OS2, c'était le logiciel d'exploitation qui a équipé tous les distributeurs de banques dans le monde entier depuis 1989, 88 peut-être, jusqu'à encore il y a 3-4 ans. Très bien. OS2, pour moi, c'est le plus grand système d'exploitation jamais écrit. Mais bon, ceci est une autre histoire. Donc vous voyez, c'était déjà là. Oui. Et qui va être l'argent liquide, la suppression de l'argent liquide, qui va être le grand patron de tout ça? Visa, Mastercard, voilà, terminé. Hein, Visa, Mastercard, American Express seront les grands leaders du monde. Les vrais patrons du monde, c'est eux. Donc finalement, les banquiers, on revient toujours aux mêmes choses. Hein. Le Bitcoin a été inventé par on croit, et encore c'est un pseudonyme, un illustre inconnu japonais en 2009. Un jour ou l'autre, ce sera quand même les banques centrales qui vont les refaire. Blockchain. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans le premier blockchain du premier Bitcoin? Vous aviez l'article intégral je crois que c'est Telegraph ou le Guardian, peu importe, sur la faillite de la banque anglaise il me semble que c'était Northern Rock, hein, et que l'argent du peuple anglais a été pris pour sauver cette banque de pourris. Hein. Je le dis aux spectateurs, hein, allez vérifier le premier blockchain, vous verrez, je vous le donne de tête. Hein, je pense que c'est un peu, peut-être, mais ça concerne la faillite de la banque anglaise, la Northern Rock. Et donc c'était une volonté très précise de rendre la banque centrale, le contrôle de la banque centrale, le contrôle de la monnaie, tout bêtement, au peuple. Qu'est-ce que j'ai toujours dit à mes lecteurs, avant d'acheter de l'or ou de l'argent, la maison avec le puits, le jardin. Pourquoi? Parce que votre jardin, c'est votre première banque centrale. Un jardin vous permet de vivre en autarcie. Autarcie, ce mot est très important en économie. Autarcie, ça vous permet de vivre tout seul sans avoir acheté des choses chez quelqu'un d'autre, donc de dépendre de ce quelqu'un d'autre. Si vous avez tous les légumes qui poussent dans votre jardin et que vous avez des poulets, des canards, etc., et que vous avez un puits, vous êtes en totale autarcie. Vous ne dépensez rien. Vous vivez sur une autre dimension. Enfin, je veux dire, avec le ciel et la pluie qui fait vivre votre potager. C'est très important de comprendre ça. L'autarcie est le mot-clé de tout départ d'études économiques, on va dire. D'ailleurs, je vous signale que le ministre de l'économie d'Hitler, c'est ce qu'il a appliqué pour sauver la situation dans les années 1929-30, surtout quand Hitler est arrivé au pouvoir, autarcie. Dernière question. Vous avez peut-être pas achevé la question que vous vouliez me poser. Disons que vous y avez partiellement répondu, parce que j'allais vous dire, est-ce qu'il y a finalement anguille sous roche dans ces crypto-monnaies? Il en existe plus de 1600 aujourd'hui. Non mais sachant le préfixe crypto, vous savez, on pourrait lancer nous aussi, on pourrait lancer une crypto-monnaie, etc. C'est ça qui est génial. N'oubliez pas, quand les premiers traitements de texte sont apparus, savez-vous combien de traitements de texte il existait à l'époque? Au moins 50, 100.
il y avait 50, 100 traitements, 100, allez, une centaine de traitements texte, entre WordPerfect, entre Textor, entre Sprint, Word, et j'en passe, et des meilleurs. Et finalement, si vous voulez, c'est aujourd'hui, on vous parle de traitement texte, et on dit, tiens, il n'y a que Word. On est d'accord. Mais avant que Word devienne Word, il y en avait une centaine. Avant que vous ayez Excel, hein, n'oubliez pas, il y avait les premiers tableurs, il y avait Lotus 1, 2, 3. Très important oui, il y avait plein de tableurs. Vous aviez Lucid 1, 2, 3, enfin Lucid 3D, pardon. C'était un tableur en 3 dimensions. Et tout ça, en fait, ça a été racheté, absorbé, et ça a donné les bases de données aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez à l'aéroport de Paris à Orly, il y a encore pas très longtemps, ils utilisaient OS2 pour compter les passagers, avec une base de données genre des bases 4, un truc qui date d'il y a 40 ans, quoi, quasiment. Mais tous ces formats-là, si vous voulez, constituent l'informatique d'aujourd'hui. Et je vais vous donner un détail important pour que vous compreniez la différence. C'est très important. La puissance d'une banque, je l'ai toujours dit, hein, je pense que vous comprenez facilement, dépend de sa puissance de calcul informatique. Hein. C'est-à-dire en milliards d'instructions par seconde, ou 30, ou des, enfin, je ne sais même pas ce qu'il y a, comment on appelle ça, au-dessus des milliards ou zilliards. Hein, voilà. Aujourd'hui, Bitcoin, on parlait de Bitcoin. Bitcoin vous permet de faire, allez, je vais le faire simple. 30-40 voilà, secondes. 30-40 par seconde, d'accord. Visa, hein, à San Mateo, avec tout son système informatique, ses fibres optiques, ses serveurs diffusés dans le monde entier, etc., avec redondance, vous en faites, je sais pas, 35 000 par seconde. 35 000 par seconde. Vous imaginez? Donc, derrière tout ça, vous avez toujours la puissance de calcul. À l'époque de Hitler, la puissance d'une banque se mesurait au nombre de comptables et d'aides comptables qu'il y avait dedans. Les mecs, ils n'avaient pas de machine à calculer, hein, c'était assez sommaire. Et d'ailleurs, je me suis étonné que vous n'ayez pas parlé des 3 grandes faillites de banques qui ont amené Hitler. Alors là, ça a été le toboggan pour lui. Hein, la faillite des 3 banques, là, c'est... Hitler, il est monté sur un toboggan comme les mômes, là, il a fait ça. Et il a pris le pouvoir. Vous remercierez les banquiers de l'époque. Ouais, vous voyez, ils lui ont donné les pouvoirs clés en main, sur un plateau d'argent. Vraiment. En tout cas, Pierre Jovanovic, on sera ravis de vous recevoir à nouveau pour votre prochain écoutez, livre. c'est très gentil. La dernière fois où on s'était vu, c'était, je crois, il y a 2-3 ans. Oui, en 2014. En tout cas, je rappelle à nos spectateurs donc la sortie de votre dernier ouvrage, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Comment Hitler a pris le pouvoir grâce aux banquiers qui ont fabriqué sans interruption de la fausse monnaie, et surtout comment l'histoire a été réécrite pour totalement effacer leur rôle dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Merci à vous, Pierre Jovanovic. Merci au public présent aujourd'hui. Merci à vous. Et à très bientôt.